dans la panique, ma mère, la seule chose qu'elle a voulu faire, c'était enlever mes vêtements en se disant... et en fait, quand elle a enlevé les vêtements, elle a enlevé la peau. Ah ouais. Tu vois, elle a enlevé la peau. Et donc, ma peau était à vif. Donc, j'ai encore les stigmates, les cicatrices de tout ça. Oyez, oyez la populace, bienvenue sur Artisans de l'Esprit. Et aujourd'hui, je reçois Abdelali El Badawi, fondateur de Banlieue Santé et de la fondation France de Cœur. Abdel est devenu en quelques années à peine un acteur essentiel au développement des quartiers et contre la précarité en France. Tu te souviens quand on était tous confinés chez nous en galère, eh bien lui et toute son équipe étaient tous dehors avec ses bénévoles. Artisans de l'Esprit, c'est un podcast indépendant, c'est-à-dire que je fais tout seul. Et le meilleur moyen de me soutenir, c'est de partager le podcast et de mettre des 5 étoiles sur Apple Podcast. Sans plus tarder, n'écoute pas les conseils des gens, écoute leur histoire, c'est maintenant sur Artisans d'Esprit. Aïe, aïe, aïe. Enfin devant moi depuis le temps qu'on devait se capter. Alors j'ai une question très particulière à te poser pour commencer. C'est comment va ton cœur ? Écoute, il a ses tourments. Hein. Ouais. Mon cœur a ses tourments. On va dire qu'il a des tourments quand on mène un travail comme le nôtre, c'est-à-dire qu'on n'est jamais tranquille pour plein de raisons. Plein de raisons parce que on a des collaborateurs, on a des collaboratrices, on a des responsabilités sur le terrain, on a des publics vulnérables. On a des familles qui nous sollicitent, des associations. Mais aussi, on a d'autres de choses qui peuvent aussi nous tracasser. On est une organisation associative engagée sur les questions qu'on porte, avec tout un enjeu aussi d'aller chercher des fonds privés, publics, mais aussi prendre en compte qu'il faut garantir ces fonds. Ça, c'est un travail de fond pour vraiment essayer de faire en sorte que tout ce qu'on fait soit le plus transparent, soit le plus clair. Ouais. Et le cœur, forcément, il a ses tourments. Mais tu t'as dit ça veut dire que ton cœur, il accueille beaucoup de monde alors ? Ouais, alors premièrement, il accueille beaucoup de monde. Il accueille sa famille, ses enfants, son entourage d'abord, ceux qu'il aime. Et puis il accueille aussi les autres. Et il aime tout le monde, donc forcément, il a ses tourments de celui qu'il aime. Et quand on aime sincèrement, en réalité... on a constamment des tourments. Mais c'est un travail. Et je pense que l'âge fait aussi que on arrive sur un âge de 40 ans, donc on est plus sage. On a pris des coups. On est plus armé, plus outillé, moins contrarié. Et on prend plus de recul sur tout ce qui peut nous tomber dessus. Ça fait plaisir d'entendre un homme dire ça parce que rares sont les hommes qui se livrent sincèrement à travers cette question. Souvent, c'est une question... ils apportent une réponse qui est beaucoup plus anatomique. Tu vois, en termes de cardio, côté sport et tout. Toi, t'as vraiment pris le temps de répondre à ça. C'est plus souvent les femmes qui sont plus sensibles à cette question, tu vois. En réalité, je crois que les hommes sont des gens qui sont une catégorie qui s'exprime peu sur ce volet-là. On est pudique. C'est pas de la pudeur. C'est même parfois pire que ça. C'est-à-dire que la société nous fait croire que les hommes ne doivent pas s'exprimer sur leurs sentiments, sur leur mal-être, sur leurs mots, alors qu'en réalité, on est des êtres humains à part entière et on peut très bien s'exprimer sur ce qu'on pense. Bien sûr, il y a autant d'hommes hypersensibles que de femmes en réalité. Exactement. Super, merci pour ta réponse. Deuxième question, est-ce que tu peux me raconter ta jeunesse à travers ton quartier ? Ouais, ma jeunesse à travers mon quartier, je crois que c'est un volet que j'ai très peu raconté. D'ailleurs, je n'ai pratiquement pas raconté dans mon activité, dans les différentes interventions où j'ai été. En fait, j'ai vécu 2 quartiers. Le premier, c'est une zone rurale, dans le Nord-Pas-de-Calais, où là, c'était des pavillons, maisons rouges, un jardin, tout ce qu'il y a de plus idéal, en fait, finalement. Et là, on va dire que c'était comme dans La petite maison dans la prairie, Watland Grove, c'est ça ? Ouais, Watland Grove, ouais, c'est ça. Avec Marie et tout. Ça, c'était vraiment la famille. On était dans un petit quartier pavillonnaire où tout le monde se connaissait, tout le monde se rendait service, tout le monde s'aimait.
Et après, on a déménagé dans les années 90. Et là, je suis rentré, on est arrivé en 77 dans un quartier populaire à Montreux, qui est un quartier populaire au cœur de la ruralité. C'est ça qui est incroyable. C'est-à-dire qu'on vit deux choses. La première, la ruralité avec toutes ces problématiques de commodité. Et la deuxième, c'est qu'on est dans un quartier populaire, QPV, où il y a tous les enjeux d'un quartier populaire. J'habitais dans une barre d'immeubles. Il y avait, de mémoire, 19 entrées. Ok. 19 entrées. C'était la barre HLM la plus grande de la ville, tu vois. Et je crois j'ai vécu une période très heureuse parce que il y avait cette entraide dans le quartier entre toutes les cultures et aussi je crois qu'il y avait aussi une forme de sororité, c'est-à-dire que les mamans, les femmes étaient très 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 solidaires entre elles. Elles faisaient beaucoup de choses entre elles, elles menaient beaucoup de choses entre elles, elles menaient beaucoup d'actions entre elles. Et en réalité, c'est ce qui nous a permis d'être heureux, nous, en tant qu'enfants, malgré qu'on ait des moyens très rustiques, très faibles. Mais en réalité, on avait ce qui était le plus important, c'est-à-dire qu'on avait l'amour de nos parents, l'amour de nos mères. Tu vois ? Et ça, c'est... Donc, tu as vécu la première partie jusqu'à tes 7 ans. Ouais. Est-ce que tu as une anecdote assez particulière que tu aimerais partager ? De mes 0 à 7 ans, je pense que celle qui m'a marqué, qui a fait aussi le changement de ma vie, cet accident, tu vois. L'accident où j'ai été brûlé à près de 70% de la surface de mon corps. Et où, en réalité, il a été un chamboulement de ma vie parce que le regard de ma mère lors de l'accident, l'inquiétude, le fait d'être désœuvré, de pas pouvoir, en réalité, être utile à ce moment-là. Si ce n'est de se dire que son enfant, est-ce qu'il va survivre, tu vois ? Donc ça, c'est ce que tu as lu à travers le regard de ta mère, ouais. C'est même pas en communiquant avec elle. Du tout, parce qu'en fait, lors de l'accident, j'étais tellement choqué que je parlais même pas, je pleurais pas. Mais le regard de ma mère, il en disait beaucoup. De mon fils que j'aime, pourquoi ça lui arrive à lui, cet accident, qu'est-ce que je peux faire ? Elle parle pas le français, elle ne sait pas écrire. Pour elle, appeler le 15, c'était une montagne. Il a fallu qu'elle appelle les voisinages, qui eux ont appelé les pompiers et le SAMU. Donc, en réalité, moi, cet accident, il a été révélateur d'une chose, c'est qu'il a été une très grande bénédiction pour moi. Ouais, j'ai pas envie de cramer les états, je préfère qu'on y revienne un peu plus tard. Mais est-ce que tu peux... T'as été brûlé au 3e degré, c'est ça ? Donc, est-ce que tu peux décrire à peu près, plus ou moins, à quoi ça ressemble quand t'es brûlé au 3e degré ? Parce que tout le monde ne sait pas forcément, tu vois. Alors là, en l'occurrence, j'étais avec mes vêtements. Et donc, c'est ébouillanté en réalité. C'est de l'eau chaude, très très chaude, une très grosse gamelle. Je crois qu'il y avait à peu près 15 litres d'eau chaude qui s'est tombée sur moi. Ok. Et le fait est, c'est que... dans la panique, ma mère, la seule chose qu'elle a voulu faire, c'était enlever mes vêtements en se disant... et en fait, quand elle a enlevé les vêtements, elle a enlevé la peau. Ah ouais. Tu vois ? Elle a enlevé la peau. Et donc, ma peau était à vif. Donc, j'ai encore les stigmates, les cicatrices de tout ça. Parce que j'ai, dans certains endroits de mon corps, la peau qui est rétractée. On voit les cicatrices, une espèce de cartographie. D'ailleurs... plus jeune, on m'appelait un peu le léopard parce que j'avais des petits points partout, noirs et marrons, okay. À cause de ces brûlures. Voilà. Comment on grandit à ce moment-là après un accident pareil ? Parce qu'il y a l'accident, mais il y a le traumatisme derrière, j'imagine. Moi, je pense que j'ai grandi très vite à ce moment-là. Je pense qu'en fait, l'accident a été révélateur de beaucoup de choses. De me faire grandir très vite, de prendre conscience que la vie, elle pouvait changer du jour au lendemain, de prendre conscience aussi qu'il y avait des gens à l'hôpital qui allaient s'occuper de toi. Donc ouais, je crois que elle a été révélateur de beaucoup de choses, révélatrice de beaucoup de choses. Super. Donc ça, c'est la première partie de ta jeunesse. Ouais. Ensuite, la deuxième, t'arrives où ? J'arrive dans 77 à Montreux parce que les mines de charbon ferment. Mon père ne peut plus travailler dans ces mines de charbon. D'ailleurs, il a été atteint on a su après qu'il a été atteint de silicose et d'amiante. Et il a dû venir à Paris parce que pour trouver un boulot, on est 7 frères et sœurs.
Et donc, gérer 7 enfants, les éduquer, leur donner à manger, etc., c'est complexe. Et donc, on est arrivé dans un appartement, un F5, je me rappelle. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, un F5. On dormait dans des lits superposés. Moi, je me rappelle, je dormais dans la chambre de ma sœur avec mon petit frère. C'était une vie incroyable. Une vie incroyable, une période incroyable. Pleine d'amour, pleine de force, pleine de courage de la part de nos parents. Et en même temps, un autre monde. Parce que Paris, ça va vite. Et la banlieue parisienne, c'est pas le Nord-Pas-de-Calais, c'est pas Marseille, c'est pas la Bourgogne, c'est vraiment un monde. La banlieue parisienne, c'est vraiment quelque chose de assez rapide. Tout va vite. Le changement, l'éducation scolaire, mais aussi les amis, leurs priorités, leur propre parcours, leur propre vie. C'est à ce moment-là où je vois des gens avec qui j'ai grandi qui du jour au lendemain dans un accident décèdent, dans une bavure ou autre, et donc en réalité ça a été rude, mais en même temps plein de je pense de leçons de vie, que tout peut changer du jour au lendemain. Ouais, j'imagine. On va avancer un petit peu, et quelques années plus tard, tu commences aussi à t'intéresser à l'athlétisme. Ouais, alors je m'intéresse pas à l'athlétisme, en fait c'est encore plus particulier que ça, c'est qu'on n'a pas eu une éducation du sport familialement, le sport c'était pas quelque chose de prioritaire. Pourquoi ? Parce que je me rappelle, quand mes frères ont essayé de demander à rentrer dans une activité physique, mon père n'avait pas les moyens de payer la licence, d'avoir acheté des vêtements. Donc en réalité c'était aussi pour des raisons pécuniaires. Et puis aussi des raisons culturelles. Le sport n'est pas quelque chose d'ancré dans la culture. Mes parents sont d'origine marocaine, berbères, analphabètes, illettrés, bergers. Donc c'était pas la priorité. La priorité, comme ils m'ont dit, c'était de manger, tu aies un toit, que vous ayez des vêtements. Et donc le sport est arrivé au collège en 6e. Première année de 6e, je fais le cross du collège. Je fais 3e, je crois, ou je fais 2e de mémoire. Je me rends compte que, en fait, en plus j'avais couru pieds nus parce que j'avais perdu mes chaussures dans la boue. Ah ouais? Ouais, j'avais perdu mes chaussures dans la boue. J'avais fait 2e, je crois, de mémoire. Celui qui avait gagné, c'était un garçon qui avait redoublé. Ah ouais? Mais attends, j'ai une question qui vient en tête. Pourquoi tu t'es pas arrêté pour remettre tes baskets? Ah, moi, je voulais gagner. Fallait pas que je m'arrête. Je peux pas m'arrêter. Pour moi, c'est dès l'instant où tu engages quelque chose, tu t'arrêtes pas. Peu importe les difficultés, peu importe les obstacles. Et en réalité, c'était ça. C'est qu'à un moment donné, à cet âge-là, j'ai eu l'obstacle de le fait que je perde mes chaussures et que je dois continuer, finir ma course et atteindre cet objectif de finir cette course. Et à la fin, t'es parti récupérer tes baskets ou pas? Après, j'ai été les chercher. Obligé. C'est un coup. Bien sûr. Super. Donc, ouais, ça m'intéresse. Continue encore. Et donc, à ce moment-là, en réalité, je me rends pas compte que j'ai un talent. Les profs de sport, eux, oui. Donc, ils me posent la question, tiens, il y a les championnats de Seine-et-Marne dans quelques semaines. C'est un mercredi, il faudrait que tu viennes. J'ai dit ça à mes parents, ils n'ont pas compris. Ils ont dit non. Il n'y a pas d'école l'après-midi. C'était le mercredi après-midi. C'est vrai. Les crosses. Ouais. Et j'ai dit mais non, mais papa, c'est vrai et tout. Ok, dis-leur qu'ils te donnent un mot. Ils m'ont donné un mot et c'est vrai, c'était écrit cross du UNSS, championnat de Seine-et-Marne. Et j'avais gagné. Je suis championnat de Seine-et-Marne et là, ma carrière a commencé parce que les profs m'ont dit écoute, est-ce que tu peux, tu veux t'inscrire à un club? J'ai dit ouais, ok. Ça coûte combien? Je sais plus combien c'était en francs. Il fallait acheter une paire de Adidas, torsion. Je me rappelle, mon père me dit j'ai pas les moyens. Et donc les profs, des gens qu'on connaissait se sont cotisés. J'ai acheté ma première paire d'Adidas torsion, mon short, mon maillot, ma licence. Et là, ça en est fini. Je me suis pas arrêté. Et comment tu te sens à ce moment-là, là? Parce que c'est une première victoire, mine de rien, une vraie victoire symbolique. Alors, je me sens bizarrement différent d'avant parce qu'avant, l'école, c'était pas pour moi. Déjà, que des mauvaises notes, j'avais redoublé, bref. C'était vraiment une catastrophe. J'aimais pas l'école. C'était pas un truc pour moi. Par contre, ce qui est certain, c'est que
le sport m'a valorisé. C'était la première fois où dans la société, tout le monde me regardait, me félicitait, bravo, les articles sur les journaux, etc. Et donc, c'était pour moi une première victoire d'être intégré dans cette société, non pas plutôt mis à l'écart et au banc des choses. Du coup, le sport a été révélateur et a permis finalement de rencontrer beaucoup de gens, de voyager et de faire en sorte d'exister à travers autre chose que l'école et des notes, tu vois, ou des bulletins scolaires, mais à travers des compétences physiques et d'athlète finalement. Donc à ce moment-là, si je comprends bien, il y a une espèce de deuxième déclic psychologique qui arrive. Le premier, c'est le moment de ton accident, et le deuxième, c'est celui où t'es hyper heureux parce que tu te rends compte que t'as des capacités et que on te félicite pour ça. Donc est-ce qu'il y a un changement de posture aussi à ce niveau? Ouais, il y a un changement de posture parce que déjà, la posture des adultes vis-à-vis de moi, elle n'est plus dans une posture de tu n'y connais rien, mais on compte sur toi et on croit en toi, tu vois. Et là, c'est un changement radical pour moi. C'est passer de l'ombre à la lumière, mais surtout d'être reconnu parmi les grands, parmi les adultes et respecté. Et c'est ce que je recherchais. Et puis surtout, le sport m'a amené que les profs, comme ils étaient passionnés, ce que m'a pas donné les autres matières, c'est que les autres matières étaient beaucoup trop magistrales pour moi. La transmission, elle était uniquement derrière un tableau et des questions-réponses, alors que le sport, il était dans une transmission de passion, d'amour. Et moi, c'est ce que je cherchais en fait, qu'on me transmette de l'amour dans ce que je voulais faire pour pouvoir exceller. Et ça a été radicalement important dans ma vie parce que c'est ce que je transmets aujourd'hui. Tu parles d'un besoin, donc est-ce que c'est quelque chose auquel tu étais entre guillemets en manque ou frustré de ne pas suffisamment recevoir? En fait, mes parents m'ont transmis de l'amour. Et donc, j'estimais que dans d'autres cadres, je devais recevoir cela. D'accord. Et donc, ne pas l'avoir dans le cadre scolaire, c'était hyper dur pour moi, hyper invivable même pour moi. Et donc, de le retrouver dans le sport, c'était mon moyen d'épanouissement. D'ailleurs, j'étais toujours là en train de dire quand est-ce que c'est la prochaine séance de sport? Parce que je voulais exceller, je voulais surtout recevoir cet amour que toute la semaine, j'avais pas reçu par les profs. Et ça t'a amené où alors? Le sport m'a amené à rentrer en équipe de France, à faire les championnats du monde, les championnats d'Europe, de cross-country, en athlétisme, fond et demi-fond. Il m'a amené à me dépasser. Il m'a amené à m'écouter et parfois à ne pas m'écouter, me surpasser, à voyager, à entendre les acclamations, les applaudissements, les encouragements et parfois les déceptions, les blessures. Et donc, finalement, le sport a été, je dirais, cette montagne russe de la vie qui est, dans les échecs, il faut se lever et dans les réussites, il faut continuer à travailler pour continuer à réussir. Yes. D'ailleurs, j'ai une petite question. J'ai une photo là. Je me demande si c'est toi. Ah oui, c'est moi ça. C'est oh toi. Là, j'étais affûté là. Là, je faisais 53 kilos. Ouais. Tu te souviens de cette course? Je ne sais pas si c'était pas au championnat de France de 10 bornes. Ouais, il y a moyen. Il y a moyen. Alors, pour toutes celles et ceux qui aimeraient bien voir la photo, faudra aller sur Instagram. Je la mettrai avec ton autorisation, bien sûr. Je la mettrai sur Instagram. On le voit bien concentré, les yeux fermés, en train de courir. Et c'est vrai que t'es très, très affûté. Donc, t'as parlé d'athlète, t'as parlé un petit peu de ta jeunesse et de ton enfance. À quel moment tu te dis, alors non, parce qu'il se passe quelque chose d'important. C'est que tu peux pas continuer au bout d'un moment l'athlétisme. Ouais, je me blesse. Ouais. Fracture de la malléole. Ça a été très dur pour moi parce que j'ai eu 2 ans de convalescence et l'athlétisme, c'est pas comme le foot où même si tu prends un peu de poids, le cardio, t'as pas travaillé, si t'es technique, tu peux encore revenir. Ouais. Et moi, l'athlète, tu prends du poids, physiquement, c'est plus ça, le souffle. Donc, ça a été très complexe. Donc, ma carrière s'est arrêtée. J'ai dû arrêter pour finalement me dire que le sport, c'est ce qu'on m'a déjà dit, c'est que le sport, c'est pas tout. Et donc,
La réalité, c'est que le sport n'était pas tout. Et que finalement, ceux qui m'avaient dit prépare-toi à surtout étudier en amont et pendant, peut-être, ça pourrait peut-être te permettre de finalement t'en sortir. Un plan B, quoi. Ouais, un plan B. Mais moi, l'école, c'était pas fait pour moi. Moi, je voulais bosser. Je suis tombé d'ailleurs sur un cadre de santé qui m'a fait faire un stage de 2 semaines dans un service de chirurgie viscérale. Et finalement, je suis resté 7 ans. Quand il te propose ça, est-ce que tu repenses à ton enfance et tu dis c'est peut-être la voie dans laquelle j'aimerais évoluer? Mais oui, parce que déjà plus jeune, je voulais être médecin parce que le milieu hospitalier, c'était quelque chose que je connaissais bien. Avocat parce que pendant très longtemps, j'entendais mes parents et surtout mon père dire on m'a volé ma santé, on m'a pas donné mes droits parce qu'il a été touché de silicose et d'amiante et pendant près de 15-20 ans, on a attaqué l'employeur pour avoir sa maladie professionnelle et ça a été dur, tu vois. Et donc rien que pour ça, je voulais être avocat et aussi parce qu'il me disait chacun la plupart de mes copains sont morts avant d'avoir leurs droits. Donc pour moi, c'était une justice. Et finalement, ce stage de 2 semaines a été incroyable pour plein de raisons. T'as découvert quoi de spécial dans ce stage? Déjà, j'ai découvert le monde du travail. J'ai découvert le monde du travail. En plus, je travaille dans le ménage en tant qu'agent de service hospitalier. La plupart des personnes qui faisaient le ménage étaient que des femmes à ce moment-là. Mais aussi le fait qu'il y avait des gens dans des chambres qui n'avaient pas de visite de la journée, qui n'avaient pas de famille, qui étaient isolés. Et moi, c'est pas quelque chose dans lequel on m'a éduqué. Dans la famille, on m'a toujours éduqué de prendre soin des autres, des voisins, des voisines, des parents, de toujours aimer les autres et d'être utile. Donc, je voyais la difficulté dans laquelle elles étaient. Et je repensais aussi à moi, quand plus jeune, je voyais ce défilé de familles qui venaient tous les jours avec des bonbons, avec des sourires pour me dire ça va, etc. Et je voyais pas ça dans certains publics qui avaient pas de famille de la journée qui venait. Ouais. Et je disais waouh, quelle détresse. Est-ce que t'es empathique? Ouais, je suis empathique. Alors maintenant, j'ai appris à être empathique, mais à surtout être utile dans cette empathie. C'est-à-dire? Tu peux être empathique et te laisser déborder par tes émotions et ne pas pouvoir réagir sur une situation qui est difficile à vivre. Et parfois même, tu peux être tellement trop empathique que tu te laisses aller et ça devient invivable d'être empathique. Et moi, j'ai décidé de vraiment m'éduquer, de domestiquer cette empathie. Ouais, parce que en fait, ce que tu dis, c'est super important parce que souvent, quand on est empathique, on a tendance à s'abandonner et donner beaucoup aux autres et s'oublier, en fait. C'est ça. Donc, c'est trouver l'équilibre entre les deux. Ouais, et puis cet équilibre, il est important parce que t'as une famille, t'as des amis, t'as ta vie à toi, et donc il faut que tu te construises et il faut pas que tu te laisses, il faut pas que tu t'abandonnes. Mais c'est vrai que ce métier et cette période-là a été extrêmement incroyable pour moi pour plein de raisons. La première, c'est que je suis tombé sur un cadre de santé qui m'a dit écoute, je peux pas te mettre 20 parce que l'homme parfait n'existe pas. Je te mettrai 19 parce qu'on n'a jamais eu un jeune étudiant comme ça, un jeune stagiaire comme ça. Et ça a été pour moi révélateur que c'était fait pour moi. Ok, donc là, c'est un renforcement positif, mine de rien. Ouais. Mais ce qui est impressionnant, c'est que tu fais beaucoup de services différents à l'hôpital. Ouais. Mais c'est quoi ton moteur dans ça? Mon moteur, je crois que mon moteur dans ça, c'est de surtout sentir que j'aime les gens sincèrement dans ce travail. Et le moteur, c'est de sentir qu'on touche les cœurs. Tu vois? Parce qu'en réalité, je crois que le cœur est l'un des organes les plus nobles qui puissent exister, sur lequel il faut être hyper précautionneux. Et je l'ai vécu en cette période de stage où j'ai fait une rencontre incroyable. Et ça, c'était une histoire de cœur. Ok. Je me rappelle un matin avec mon petit balai à franges.
Et je savais pas d'ailleurs c'était quoi un balai à franges à ce moment-là. J'apprenais à ce que c'était. Je désinfectais la chambre. Et là, en rentrant dans cette chambre, je vois une petite dame, une personne âgée, Marie-Antoinette, avec un regard figé. Je me dis, pourquoi ce regard figé? Donc, je lui pose la question, est-ce qu'elle a besoin de quelque chose? Donc, j'ai traduit ce regard figé en un besoin. Et là, naturellement, moi, je souris en lui disant ça. Et elle me dit, non, mon fils, tu m'as tout donné. Et là, je dis, mais comment? Je vous ai pas donné, je vous ai rien donné. Pourtant, je vous ai juste demandé. Elle m'a dit, tu m'as donné ce qu'on ne m'a pas donné depuis très longtemps. Et là, elle me dit un sourire. Et là, je dis, waouh, il y a un truc. Tu vois? Comment un sourire? En fait, j'ai compris que ce sourire était une aumône, était un acte de bienfaisance. Complètement. Et que, en fait, l'être humain peut donner beaucoup avec peu. Et c'était ce sourire, cette présence, cette écoute. Et c'est ce qui m'a changé littéralement dans ma posture de ce que moi, je pouvais apporter aux gens. Pas forcément des moyens financiers, pas forcément des moyens techniques, mais déjà de prendre le temps d'écouter. Et d'ailleurs, mes parents m'ont éduqué avec un terme. Tu as 2 oreilles pour écouter et une bouche pour parler. Ça veut tout dire. Ah ouais. Et moi, j'en ai une autre, c'est que la bouche, elle a 2 remparts, alors que les yeux n'en ont qu'une. Tu vois? Ouais. Donc attention à ce que tu fais quand même, parce que parler, c'est pire que regarder, tu vois. C'est pour ça que parfois on sous-estime la puissance des mots dans ce qu'on peut dire aux gens à des moments clés. Ouais. Et on peut changer la vie des gens avec un mot. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de peser. Bien sûr, et au contraire, hein, on peut détruire la vie d'une personne à cause des mots aussi. Complètement. Donc moi, ce qu'elle m'a appris à ce moment-là, Marie-Antoinette, c'est que finalement, le don de soi, c'est mieux que le reste. Donc, en gros, toutes ces années-là, donc tu m'as dit que tu as passé 7 ans à être dans le domaine. J'ai fait tous les petits boulots de l'hôpital. Tu as passé ton diplôme d'infirmier. Alors, le diplôme est arrivé après, parce que j'avais pas de bac. Ouais. Pas de diplôme en poche. Et donc... T'es passé par les validations par acquis, c'est ça? C'est un jury de validation des acquis. Ouais. C'est-à-dire que mon activité de homme de ménage, auxiliaire de vie, bancardier, je travaille à la morgue, ambulancier dans l'hôpital, tous les petits boulots que j'ai faits, en fait, c'est cumulé, m'ont permis de passer un jury de validation des acquis. Ce jury de validation des acquis, c'était un exercice en français que j'ai eu. Je suis rentré à l'école d'infirmier en 2007 et en 2010, je suis devenu infirmier diplômé. Ouais. Déjà, première chose, c'est que on n'est pas obligé de passer par la porte. On passe par la fenêtre, par où on veut. Il y a toujours moyen d'eux à partir du moment où on est déter. C'est ça. Et surtout, à partir du moment où on a pris le temps de s'estimer soi-même, de s'aimer soi-même, et surtout de prendre conscience que soi-même, on peut y arriver. Bien sûr. Et rien à voir, parce que je viens d'y penser. T'es au courant que t'as une page Wikipédia ou pas? Ouais, je suis au courant maintenant. Ouais. J'ai regardé et j'ai vu que... Il y a quelques infos, donc elles sont validées. Elles sont validées, ouais. Ok, super. On va accélérer un petit peu quand même. Donc tu passes ton diplôme d'infirmier que tu as. Donc ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que à partir du moment où on a un vrai pourquoi, une vraie envie les études, on arrive à les avoir, même si c'est une validation par les acquis, ça reste un diplôme validé par une forme d'étude, mine de rien, tu vois, parce qu'il faut passer devant un jury et tout. Donc tu fais ça pendant des années. Je crois que c'est en 2006, officieusement tu crées Banlieue Santé et tu le officialises avec des statuts juridiques pour le coup en 2018. Et pendant plusieurs années, vous accompagnez des personnes dans le besoin. Et puis en 2020 arrive le Covid. Et c'est à la fois un tremplin pour toi et pour l'association Banlieue Santé, mais c'est aussi synonyme de précarité, parce qu'on voit qu'il y a un réel besoin. À ce moment-là, toi, t'es vraiment dans le... En fait, là où
ce qui est vital, c'est de rester enfermé chez soi. Toi, tu décides de faire tout le contraire, de multiplier les actions avec Banlieue Santé. Pourquoi ? Parce que je voyais bien que le public qu'on touchait, qui est en angle mort, un public hyper vulnérable, était désœuvré. En survie, là, c'était de la survie. Hein, ouais, et en réalité, tout le monde, je crois que beaucoup de gens ne savaient pas quoi faire. Et je crois que, en réalité, cette peur qui a traversé tout le monde à ce moment-là, en fait, moi, ça nourrit quelque chose de assez incroyable, c'est on y va. Tu vois. Genre inconsciemment, on arrête de réfléchir en fonce. Le cerveau, tu vois, c'est comme s'il avait enlevé une soupape de sécurité qui te se dire, moi, je vais me protéger, pour dire non. Qu'est-ce qu'on va faire de celles et ceux qui ne peuvent pas se protéger, qui n'ont pas les capacités de manger, ne pas les capacités de se soigner. Et c'était ça l'enjeu, tu vois. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait ? Nous, en février déjà, on avait commencé à écrire un plan. En février 2020. Parce que c'est juste avant le confinement, non ? Exactement. Ouais. Parce que nous, les professionnels de santé, on avait tout le retour des confrères asiatiques, italiens qui nous disaient c'est en train de dégénérer dans les services des urgences, dans les réanimations. Ça va frapper durement la France. Et on savait qu'il y avait un public qui allait plus toucher que les autres. C'est le public des classes sociales les plus populaires, les plus pauvres, qui allait vraiment payer un lourd tribut. Plus de 134% de surmortalité en Seine-Saint-Denis. Il y a plus de 140 langues en Seine-Saint-Denis. Comment veux-tu faire en sorte que les gens comprennent les messages de santé publique quand ils sont illettrés et analphabètes ? Donc on a décidé de monter un plan d'action. C'était de traduire par les professionnels de santé en vidéo les messages de santé publique, en audio les messages de santé publique. Parce que même si tu fais des pictogrammes, des images, les gens ne savent pas lire, ne savent pas écrire. Donc on a voulu tout de suite avoir un engagement fort et aussi, surtout, mobiliser les acteurs, les actrices d'hyper-proximité, leur donner les moyens, les former, les outiller sur différents protocoles pour pouvoir aller au-devant et aller chercher les habitants les plus précaires. Ok, super. Est-ce que tu peux, pour le coup, nous donner quelques chiffres ? Aujourd'hui, en 2022, Banlieue Santé, c'est quoi ? Banlieue Santé, c'est presque une trentaine de collaborateurs et collaboratrices salariés maintenant. On est un peu partout dans le territoire français. On a touché plus de 2 millions d'habitants. On est en train d'ouvrir des bureaux aux États-Unis, en Belgique, en Angleterre, au Maroc, en Italie, en Allemagne, en Espagne, au Portugal, au Sénégal, au Mali, en Algérie, en Tunisie, en Côte d'Ivoire. Banlieue Santé, en fait, c'est une action qui part de la volonté humaine de s'engager pour les autres, avec une vision de se dire qu'en fait, finalement, les solutions, elles viendront de celles et ceux qui vivent les précarités. Ouais, et en découle aujourd'hui, par exemple, Banlieue School. Ouais, Banlieue School, Banlieue Sport, Banlieue Climat. J'ai créé aussi un fonds qui s'appelle la France du Cœur. Et aussi d'autres structures qu'on a créées, l'Institut français de santé, parce que je crois que la santé de demain, elle viendra de celles et ceux qui aujourd'hui vivent les précarités, et donc de former les futurs professionnels de santé de ces métiers-là à ces métiers-là, ils viendront de ces gardiens d'immeubles, ces agents de sécurité, ces femmes de ménage qui deviendront les futures aides-soignantes, infirmières, médecins et autres. Super, il reste 2-3 questions. Déjà, tu as reçu le prix citoyen européen qui a été décerné par le Parlement européen en reconnaissance de l'apport de Banlieue Santé à la société française. Est-ce que pour toi c'est une symbolique ou est-ce que pour toi c'est juste un truc vite fait, on s'en fiche de ça ? En réalité, nous on cherche pas ça. Par contre, ce qui est certain, c'est que ce prix nous a donné une certaine notoriété, une certaine reconnaissance et puis surtout une certaine écoute de la part des parlementaires européens, des députés, des ministres, du président de la République, mais aussi des grands groupes, des patrons de grands groupes comme Nicolas Hieronymus de L'Oréal, Alexandra Palt, la patronne de la fondation et de la direction RSE de L'Oréal, mais aussi d'autres présidentes et présidents de fondations, de grands groupes, comme Isabelle Giordano de la fondation BNP, et puis plein d'autres que je pourrais citer, qui aujourd'hui nous font confiance, nous donnent les moyens. Et c'est ça aujourd'hui que ça nous a permis aussi. Mais surtout, c'est que on a une capacité d'écrire des projets qui partent du terrain.
qui partent des besoins des gens. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, prendre le temps d'écouter, c'est extrêmement essentiel. C'est ce qu'on a réussi à faire, c'est prendre le temps d'écouter les gens. Ouais, super. Alors moi, ce que j'aime bien faire dans mon podcast, c'est de faire un parallèle avec les cultures urbaines. Tu connais probablement l'artiste Banksy. Ouais. Banksy, oui, tu vois. Oui. J'ai pensé à lui quand j'étais en train de préparer ton interview. Je suis pas un journaliste, mais voilà, notre échange en tout cas. Podcast. Et ouais, le podcast. Et du coup, je vais juste rappeler un petit peu pour nos auditeurs qui est Banksy. En fait, c'est un artiste de street art qui travaille sous son pseudonyme et en fait, on connaît ni son nom ni son identité. Ils font l'objet de spéculations. Donc là, je suis vraiment en train de vous lire ce qui est écrit sur la page Wikipédia. Donc apparemment, il est britannique et actif depuis des années, à peu près les années 90. Il utilise la peinture au pochoir pour faire passer ses messages, qui mêlent des images humoristiques, parfois combinées à des slogans, mais aussi des messages qui sont généralement anarchistes, antimilitaristes, anticapitalistes, anti-système, et ces personnages sont souvent des rats, des singes, des policiers, des soldats, des enfants, des personnages célèbres ou des personnes âgées. Pourquoi je te parle de lui ? Effectivement, toi, à ta façon, t'as ton combat. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous êtes sortis au moment les plus compliqués un peu de la vie aujourd'hui dans cette dernière décennie. Et j'ai l'impression que c'est un peu ton destin à toi, c'était de faire face à une injustice sociale. Donc, tout à l'heure, tu parlais de ton accident. Est-ce que tu penses que si t'avais pas été brûlé à 70% quand t'étais jeune, est-ce que aujourd'hui tu serais arrivé là où tu en es aujourd'hui ? J'ai dit 2 fois aujourd'hui, mais c'est pas grave. Je sais pas si j'en serais arrivé là où j'en suis aujourd'hui. Ce qui est certain, c'est que mon disque dur de pensée serait probablement différent. Ouais. Parce que les différentes péripéties de ma vie qui m'ont amené à me surpasser ont été des moments de doute, mais aussi de confiance en soi. Donc, je sais pas vraiment, mais ce qui est certain, c'est que aujourd'hui, je sais que tout ce qui m'est arrivé est une bénédiction. Merci pour ta réponse. Dernière question, et après on pourra se dire au revoir. Comme les nègres marrons, si tu devais faire le bilan. Le bilan, en réalité, il n'y en a pas, si ce n'est qu'on est au début de quelque chose d'incroyable. La société civile est en train de s'engager. La société civile est en train de former la future nation de notre pays, de notre monde. Et elle le fait avec cœur, avec générosité. Et je les en remercie de nous soutenir, d'être utiles et de continuer à espérer parce que c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Plus que tout, parce que la société va mal, mais parce que j'ai espoir qu'il y ait des gens qui aujourd'hui s'engageront encore plus fort pour plus de justice et surtout pour plus d'amour. Waouh, il faut vraiment que tu postules pour les prochaines présidentielles, toi, là, parce que il connaît son discours. Abdelali, merci beaucoup. Merci Oussama. C'était un plaisir. Et vive le podcast. Et vive le podcast, comme tu dis. Ça y est, c'est terminé. Ce que je retiens, 3 choses. En 1, ne t'arrête pas. Regarde toujours devant et donne le meilleur de toi-même. En 2, n'aie pas peur d'aller à l'inverse de ce que le monde fait. Et en 3, plus tu es connecté à ton cœur et plus tu seras surpris des cœurs que tu toucheras.